Bonsoir à tous, bienvenue dans Parlons Cash, votre émission bourse et investissement. Nous sommes de retour, et oui, avec nos experts. Tara Bando, bonsoir Tara. Bonsoir. Maud Renalter pour Belfius Asset Management, bonsoir Maud. Bonsoir. Et à vos côtés, Quentin Pilois pour Rothschild & Co. Bonsoir Quentin. On va ce soir reparler de l'IA et surtout de la bataille des semi-conducteurs. Et oui, c'est bien sûr la technologie la plus cruciale de notre époque. Après les succès de Nvidia ou encore ASML, mais sur qui miser? Chine, États-Unis, Taïwan? Nous allons en discuter tout à l'heure, mais pour commencer, on fait le point sur les marchés. Et avec un baril toujours très haut, on commence par l'Europe qui résiste bien malgré toujours les tensions en Iran. Le risque d'inflation également va rejoindre Frédéric Stenkuller pour Waterloo Asset Management. Cette semaine, les marchés européens ont globalement poursuivi leur rebond malgré une volatilité importante liée au contexte géopolitique et aux tensions inflationnistes. Mardi et mercredi, le mouvement haussier s'est poursuivi avec un retour de l'appétit pour le risque, porté par les espoirs d'apaisement dans les tensions États-Unis-Iran et par une série de bons résultats d'entreprises européennes. Ce jeudi matin, en revanche, les marchés ouvrent plus prudemment. Le stock 600 évoluait quasiment à l'équilibre ce matin, la performance sur la semaine se stabilisant donc aux alentours de 2,3%. Quelques faits marquants pour cette semaine. Tout d'abord, l'offre de rachat d'Unicredit sur Commerzbank qui a été rejetée ce lundi, estimant que celle-ci sous-évaluait significativement la banque allemande et ne présentait pas une logique industrielle suffisamment convaincante. Malgré ce refus, Unicredit est déjà devenu actionnaire dominant de la banque allemande avec près de 39% des droits de vote. Ryanair, de son côté, était l'un des grands gagnants de la séance de lundi après la publication de résultats supérieurs aux attentes du marché. Le bénéfice annuel ressort au-dessus des anticipations des analystes, soutenu par un trafic de passagers record et une progression continue des revenus annexes, notamment les frais liés au bagage ou à la réservation des sièges. Mardi, c'est Aedifica qui a publié ses résultats et confirme la bonne dynamique opérationnelle du groupe dans un contexte marqué par la transformation majeure que représente évidemment la fusion avec Cofinimo. Au premier trimestre, les revenus locatifs atteignent 113,4 millions d'euros, illustrant la solidité du portefeuille immobilier et la visibilité élevée des flux locatifs. La semaine prochaine sera assez légère au niveau de la publication de résultats. Notons toutefois ce vendredi la publication des chiffres de la compagnie financière de Richemont, un des poids lourds du luxe européen. En Belgique, la semaine prochaine, les yeux seront principalement tournés vers la publication des résultats de D'Ieteren. Et voilà pour l'Europe, direction à présent les États-Unis avec une déception autour de Walmart, mais un succès, celui de Nvidia. On fait le point tout de suite à Wall Street. Et on commence par Nvidia, le roi de l'IA bien sûr. Ce mercredi soir, le fabricant de puces le plus important au monde a publié des résultats impressionnants. Chiffre d'affaires de 81,6 milliards de dollars sur le trimestre, bien au-dessus des attentes. En un an, c'est plus 85%. Presque tout vient des data centers pour l'intelligence artificielle, 92% de croissance. La demande est tellement forte que Nvidia prévoit déjà 91 milliards pour le prochain trimestre, encore au-dessus de ce que prévoyaient les analystes. L'entreprise a aussi annoncé qu'elle va rendre 20 milliards à ses actionnaires et multiplier son dividende par 25. Résultat, le secteur des puces en a donc lui aussi profité avec Marvell plus 7,8%, Intel plus 6,3%. Chez Walmart, c'est une autre histoire. Le géant de la distribution a maintenu des prévisions prudentes pour l'année. Pourquoi ? Parce que les Américains serrent la ceinture. Essence à plus de 4 $ le gallon. Inflation qui repart et budget resserré. Les clients se tournent vers les produits pas chers. Nourriture, produits du quotidien. Walmart a bien résisté grâce tout de même à ses ventes en ligne. Plus 26%, mais il reste très prudent. Pour les prochains mois, l'action était d'ailleurs en baisse de près de 8% après ces annonces. Et puis en résumé, d'un côté l'IA donc continue de faire exploser les comptes des entreprises tech, de l'autre les consommateurs américains montrent des signes de fatigue face à la hausse des prix due principalement à la guerre en Iran. Deux mondes qui coexistent, celui de l'innovation qui va très fort et celui du quotidien qui ralentit. C'est exactement ce que les investisseurs scrutent en ce moment.
Voilà, et on retrouvera Peter Tuchman dès la semaine prochaine. Hein, Peter qui était malade malheureusement aujourd'hui. Quid des taux à présent et du pétrole, source de beaucoup d'inquiétudes. Toujours, on va rejoindre à présent Raphaël Goldwasser pour Goldwasser Exchange tout de suite. Bonjour à tous, alors on va faire le point sur l'actualité au niveau des taux d'intérêt, des devises et des matières premières. Alors on va commencer avec les taux d'intérêt, mais là il y a pas mal de choses à dire parce qu'il y a eu plusieurs records qui ont été dépassés cette semaine. On a par exemple le 10 ans français qui s'est rapproché lundi des 4%. Donc la dernière fois qu'on pouvait obtenir 4% en prêtant son argent à la France, c'était en 2009, il y a 17 ans. Et 3,2%, ça c'était mardi, en prêtant son argent à l'Allemagne à 10 ans. Au niveau des devises, ben là c'est nettement plus stable. Hein, si on s'intéresse au dollar américain, le dollar américain qui était une devise qui était délaissée par les investisseurs, qui avait perdu pratiquement 12% par rapport à l'euro l'année passée, ben cette année, le dollar se reprend. On a une progression de 1% par rapport à l'euro. Au niveau des matières premières, on a l'or qui est autour de 4 500 $ l'once. C'est 1 000 $ de moins que par rapport à ses records de fin janvier, au-dessus des 5 500 $. Ça représente une baisse de 20%. Mais il faut rappeler quand même que les métaux précieux, l'or comme l'argent, sont toujours en progression de plus de 5% depuis le 1er janvier. Pour la semaine prochaine, l'actualité économique n'est pas très chargée. On s'intéressera sans doute jeudi à la révision des chiffres du PIB américain pour le premier trimestre. Voilà, bonne soirée à tous et un bon long week-end ensoleillé. Et voilà pour nos analystes, il est temps de faire réagir maintenant nos invités en plateau. Maud Reynalter, c'est vrai qu'on le voit, hein, toujours beaucoup de tensions autour de l'Iran, un pétrole cher, un risque d'inflation, et pourtant les marchés résistent. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Ah bien oui, c'est effectivement la montée des taux. Je pense qu'on va en parler plus tard dans l'émission, mais c'est vrai que les taux ont fortement monté. On arrive quand même à des niveaux sur le taux allemand qui commencent pour nous à être intéressants. Les taux se sont tendus. Ceci dit, il y a des super bons résultats des sociétés américaines. On vient de le voir, que ce soit au niveau de la tech. Donc les marchés tiennent parce que les résultats sont là. Ouais. Et alors au niveau des taux, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des opportunités peut-être aussi à ce niveau-là, mais il y a risque d'inflation d'un autre côté, quoi. Oui, alors nous on rentre dans le marché vraiment tranquillement sur le marché des taux parce qu'il peut y avoir un conflit qui s'étend. Le conflit qui s'étend veut dire de l'inflation qui reste. L'inflation qui reste veut dire que les banques centrales montent les taux et c'est toute la courbe qui pourrait encore en souffrir. Donc on commence à voir des niveaux qui nous semble devenir raisonnable. Donc on rentre tranquillement dans le marché des taux gouvernementaux en zone euro, hein, donc plutôt au niveau des défensifs. Quant à Pilois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nervosité autour des taux quand même sur les marchés. Voilà, ça a retenu, j'imagine, aussi votre attention cette semaine. Que faut-il en penser ? Alors, il y a une forte volatilité sur les taux, ça c'est certain. Hein. Il y a des journées à plus 10, plus 15 points de base et des journées à moins 10, moins 15 points de base. C'est quand même beaucoup pour des taux d'intérêt. Donc, effectivement, une volatilité. Et puis, surtout, il y a aussi un second élément, c'est qu'il y a de plus en plus ce qu'on appelle des primes de terme. C'est-à-dire qu'il y a une pentification de la courbe. Les taux courts montent, mais les taux longs montent plus vite. Et donc, il y a cette pontification. Et surtout, sur le 5 ans, on sent qu'effectivement, il commence à réavoir de la valeur sur la partie taux. Et donc, c'est vrai qu'après, quand on regarde le marché obligataire dans son ensemble, il y a de plus en plus de valeur sur la partie taux d'intérêt. Pas encore tellement que ça sur le crédit, quoique il y a aussi là des opportunités et on sent que les investisseurs sont en train de revenir, en train de se dire effectivement aujourd'hui le 5 ans allemand, français et belge, l'allemand est inférieur à 3%, le belge, le français légèrement supérieur à 3%, ça devient des taux d'intérêt qui commencent à être... À partir de quand ça devient intéressant, on va dire ? Alors ça, c'est très personnel à chacun, mais effectivement, on sent quand même qu'il y a de nouveau un intérêt pour ce marché obligataire qui s'était très fortement manifesté en 2022-2023, rappelez-vous, un petit peu moins en 2025, et qui, voilà, en 2026, on commence à revoir ça, et bon, on l'a dit, hein, c'est évidemment dû à l'inflation, ou en tout cas à l'inflation perçue. On a eu des chiffres d'inflation cette semaine-ci et la semaine dernière, qui ont été plus forts qu'attendus. Alors transitoire ou pas, à voir, hein, forcément avec l'impact du pétrole qu'on peut avoir sur ces chiffres. On sait avoir maintenant sur des obligations sur le marché secondaire, une obligation qui arrive à maturité dans 1 ou 2 ans. En euros, investment grade, donc d'un bon émetteur, on peut avoir du 3 3, oui. Enfin, oui. 3% brut en rendement.
3% Oui, brut oui. en rendement. Et si on un petit peu prend plus. un émetteur, un État européen avec un petit coupon, là, il n'y a pas de souci normalement. Normalement, il n'y a pas de souci. La Ça permet fiscalité est aussi d'atteindre le prix de remboursement à En 100%. rentrant en dessous le pair, à 98 par exemple, Exactement. Voilà. 97. Mais quelque part, c'est aussi un niveau un petit peu, je dirais, un biais un peu behavioral finance, 3%. Hein. Voilà, c'est le taux qu'on connaît depuis quelques années qui fait revenir les investisseurs sur le fixed income, sur les obligations. Quentin Pilouet, c'est vrai que voilà, on a vu les bons résultats de la tech, Nvidia aux États-Unis, mais l'Europe, peut-être un petit mot sur l'Europe, ça résiste quand même bien. Bah écoutez, l'Europe, en tout cas cette semaine, a plutôt montré des signes d'amélioration. Hein. On voit globalement sur les bourses européennes +3 sur la semaine, ce qui n'est pas le cas sur les bourses américaines. Hein. Le Dow monte un petit peu, mais le Nasdaq et le S&P étaient quasiment flat, voire totalement flat. Les bourses asiatiques sont un petit peu plus mélangées, mais sur les bourses européennes, en tout cas, on voit une vraie amélioration de cette semaine. Et aussi à noter la bonne tenue des small et mid cap, qui sont en Europe plus performantes cette année-ci que sur le segment large cap. Et donc ça aussi, c'est un segment qui avait été délaissé les dernières années et qui retourne un petit peu plus favorablement sur les bourses. Donc là, évidemment, on a des signes d'encouragement. Est-ce que ça va tenir? L'Europe, ça fait des années et des années qu'on parle de départ, de faux départ, de redépart et de refaux départ, et finalement on ne sait jamais. Et chaque année on se dit cette année c'est l'année de l'Europe. Est-ce que c'est l'année de l'Europe ou pas? J'en laisserai à Maud d'en décider. Oui, nous on est investi en Europe, on est investi sur les small caps, une activité plutôt domestique, parce que les large caps, certaines ont souffert des tarifs douaniers, notamment. Il y a des très très bons fleurons en technologie, on a vu des très belles sociétés, notamment de semis, la tech qui a bien fait également. Donc on a un mix aujourd'hui dans les portefeuilles. Et du côté de la défense, on en a beaucoup parlé à un certain moment. Voilà, on voit qu'ici le conflit en Iran s'éternise. Oui. Bon, après, il y a toujours des craintes en le Europe. secteur de la défense, il fait un petit peu du yo-yo aujourd'hui, parce que le conflit s'éternise, mais on espère quand même qu'à court terme, les choses vont se calmer. Donc c'est ça ne budgétisé. bouge plus beaucoup. Oui. Les gouvernements européens ont tous budgétisé pour les années à venir des obligations de dépenses au niveau dans leur budget. Donc on sait que les carnets de commandes de Rheinmetall, de Leonardo, Thales sont remplis jusqu'en 2030-2035. Les valos sont montés aussi. Donc voilà, maintenant ça yoyote un petit peu en tout cas. C'est pas le secteur qui a particulièrement performé cette année. Je pense qu'il y en a d'autres qu'on a en tête. On va en parler des semis, évidemment l'énergie. La tech, voilà. Eh bien, on va parler de stratégie. On va passer à l'actu portefeuille. Maud Reynelter pour Belfius. Bien sûr, on sait que l'investissement, c'est sur du long terme, du moyen et du long terme, mais dans des conditions actuelles, il y a certainement des arbitrages auxquels vous procédez. Est-ce que il y a plutôt des positions qui sont in, d'autres qui sont out? On avait un petit peu de cash dans les portefeuilles qu'on avait gardé du côté obligataire parce qu'on pensait effectivement que les taux allaient continuer à monter avec potentiellement un enlisement du conflit. On s'était donné des chiffres, enfin des niveaux d'entrée qu'on commence à avoir, comme je viens de le dire. Donc sur l'Allemagne, aux alentours de 3,15, 3,20 sur le 10 ans allemand, sur le Bund. Donc on a commencé à acheter des obligations. On a réduit notre position cash et on a acheté des obligations d'État défensives. Parce qu'on vient de le dire aussi, l'Europe, c'est toujours. Enfin, on espère que l'Europe va rebondir en termes de croissance, mais on sait aussi que si la Banque centrale européenne monte trop vite les taux, elle risque de heurter la croissance. Et là, c'est plutôt bon pour le monde obligataire. Donc, s'il y a de l'inflation, la Banque centrale européenne monte les taux. Elle a dit d'ailleurs que si ça continue comme ça, elle va le faire. Donc, et ça va limiter la croissance. Et généralement, ça, c'est bon à moyen terme pour les taux. Et donc, on a commencé à entrer un petit peu d'obligations, un peu plus d'obligations en portefeuille. Des obligations, comme l'a dit mon collègue Quentin, des obligations défensives, parce qu'on pense que le risque de crédit, aujourd'hui, il n'est pas assez rémunéré que pour en remettre encore un petit peu. Quentin Pilouet, de votre côté, pour Rothschild & Co, également aussi plus d'obligations?
Comment Alors, vous positionnez écoutez, sur notre flagship, parce qu'en général c'est celui-là qu'on aborde ici, sur le fonds Ercovalor, c'est votre plus gros fonds. Ouais, c'est notre plus gros fonds, c'est le fonds que les gens connaissent bien. On a plutôt eu tendance au courant du mois d'avril et de mai d'augmenter l'exposition à actions, donc réduire notre poche cash, plutôt du côté des actions, pas vraiment du côté obligataire. Et combien d'actions en pourcentage dans ce fonds-là? Aujourd'hui, on est à 78% et demi, alors qu'en début d'année, on était plutôt autour de 72. Vous voyez, progressivement, on a augmenté avec certaines opportunités qu'on a trouvées, notamment sur la pharma. On a trouvé des opportunités. On a fait aussi certains switches. On a renforcé également certaines actions. Bon, je ne vais pas refaire tout l'historique du fonds depuis le début de l'année, mais c'est vrai que j'avais envoyé à Tara, je ne sais pas si on peut l'avoir avec l'écran, les dernières actions qu'on a rentrées. Avril-mai, on a vu les arbitrages, les in et les out. Exactement. Des nouveaux entrants, et puis des allègements et des renforcements. Exactement. On a rentré Constellation Energy, qui est un producteur d'énergie propre, pour une sortie de AES, qui est également un producteur d'énergie américain. On a fait plutôt un arbitrage à ce moment-là. On a racheté une biotech américaine, voilà, dans cette idée de vouloir renforcer la santé. Finalement, c'est un secteur... Vous y croyez, au secteur de la santé? Oui, on y croit. Et en fait, c'est un secteur qui ne fonctionne absolument pas depuis le début de l'année. Malgré le fait que ce soit un secteur défensif, on se dit ça devrait fonctionner. Et force est de constater que ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est vrai qu'on a rentré Boston Scientific, une boîte, une biotech dans laquelle on croit. On a renforcé également Thermo Fisher. Ça, c'est évidemment une boîte beaucoup plus connue. Et alors, on voit également un nouvel entrant. Et bon, c'est un renfort pour avril et mai, parce qu'on l'a rentré fin mars, qui est la plus grosse banque indienne. L'Inde, on était absent de l'Inde depuis 2014. Alors, marché énorme pourtant. Marché énorme, il y a eu des très belles années, il y a eu les 2 dernières années ont été beaucoup moins bonnes au profit plutôt des actions chinoises. Et cette année-ci, c'est vrai qu'on a décidé de diversifier un petit peu notre exposition au marché émergent, notamment à travers cette banque indienne. On voulait également augmenter notre exposition aux financières. Donc voilà, c'était une bonne façon d'exprimer cette vue-là. Et c'est ce qu'on a fait dans les portefeuilles sur les 2 derniers mois. Eh bien, merci Quentin. Tara, vous voulez nous parler de Swatch, hein. On l'a vu avec Audemars Piguet, il y avait une collab qui a fait le buzz ou pas. Voilà, façon de voir. Hein. Oui, alors il faut savoir qu'il y a eu donc, une nouvelle collaboration entre le groupe Swatch et une marque de luxe Audemars Piguet, avec en effet des émeutes dans une vingtaine de magasins dans le monde, sur les 220 où la Royal Pop a été lancée. Ça s'est un petit peu calmé depuis que le groupe suisse a indiqué qu'en fait, ce ne serait pas une série limitée et qu'il y aurait un approvisionnement suffisant. Ce n'est pas la première fois que Swatch fait une collaboration. Alors, il faut savoir que Swatch Group, il y a trois groupes horlogers, entre guillemets, entre 3 groupes qui sont cotés en bourse dans l'horlogerie de luxe. Rolex n'est pas coté en bourse, Audemars Piguet non plus. Swatch Group possède 16 marques. De l'autre côté, on a aussi Richemont, entreprise qui a des grosses marques comme Cartier. Et puis alors, il y a LVMH, plus petit acteur, avec quelques marques aussi comme Hublot ou Bulgari, mais qui est un plus petit acteur. Alors, il faut savoir que cette collaboration, Swatch l'avait commencé d'abord en 2022 avec une de ses propres marques. Swatch fait des marques du bas de gamme jusqu'au très haut de gamme, et a fait une collaboration entre Swatch et Omega, qui est la marque qui fait un tiers quasiment du chiffre d'affaires de ses ventes, en tout cas de chez Swatch. Chez Swatch, il y a Omega, Longines et puis Tissot qui font 60-70% du chiffre d'affaires. Cette collaboration-là avait très bien fonctionné. Il y avait aussi eu des émeutes. Il y avait eu des émeutes à l'époque, mais un petit peu moins graves. Alors, Swatch ne communique jamais les ventes par marque. Ce qu'on sait, d'après certains analystes, c'est quand même que cette collaboration-là entre Swatch et Omega, à l'époque, a rapporté entre 2022 et 2023 700 millions de francs suisses. Au total, on pourrait penser à 1 milliard de francs suisses. C'est quand même assez intéressant sur un chiffre d'affaires total annuel de 6,8 milliards de francs suisses. C'est quand même pas mal. Elle avait d'ailleurs fait une collaboration ensuite avec Blancpain, une autre marque du groupe. Alors là, Audemars Piguet n'est pas une marque qui appartient à Swatch Group. D'ailleurs, Audemars Piguet, les bénéfices vont être reversés à une association pour aider les jeunes horlogers suisses. Swatch, ici, il faut savoir que
Eux, par contre, ils visent évidemment le buzz et les ventes. Ils arrivent à créer l'événement, évidemment. Ils arrivent à se créer relancer. l'événement. Ici, on voit donc les 3 groupes qui sont cotés en bourse, qui commercialisent les montres les plus connues, en dehors de Rolex et Audemars Piguet, qui n'est pas coté. Alors, il faut savoir aussi une chose que peu de gens savent, c'est que le cours de bourse de Swatch, jusqu'il n'y a pas très longtemps, ne se portait pas bien. Et d'ailleurs, qu'en fait, Swatch est une des actions qui est le plus shortée en Europe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Shorté, ça veut dire qu'en fait, on se retrouve avec des vendeurs à découvert, en fait, des positions courtes. Savoir qui oscille entre 16 et 30% de son flottant, c'est-à-dire tout ce qui est les actions qui sont négociables en bourse. Eh bien, Swatch est une des actions sur lesquelles les investisseurs étaient le plus pessimistes. Et d'ailleurs, on le voit, les dernières années n'étaient pas bonnes sur Swatch. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, l'exposition au marché chinois. Il faut savoir que l'Asie, la grande Chine et l'Asie pèsent quasiment pour plus de 50% du chiffre d'affaires. Or, la demande chinoise en articles de luxe est en baisse. Et Swatch, évidemment, ont subi les conséquences de manière disproportionnée. Le frein opérationnel, parce que le refus de l'entreprise de fermer des usines quand ça va moins bien, eh bien, ça entraîne des coûts fixes. Et donc, Swatch a continué à payer. Et alors, une spéculation sur un rachat, sauf qu'en fait, la famille Hayek, qui est la famille de Nicolas, les descendants de Nicolas Hayek qui sont toujours là, ont les droits de vote. Donc c'est assez compliqué. Si maintenant on voudrait avoir une OPA sur Swatch, très compliqué à réaliser. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout, l'action est toujours shortée, un peu moins qu'avant. On a 15% ou 16% de son flottant, mais à un certain moment, on est à 30% du flottant. Alors il faut voir qui aura raison. Après, il y a d'autres actions qui sont shortées. On parle de Kering, Pernod Ricard, BMW, H&M, Electrolux, Alstom, qui sont les actions parmi les plus vendues sur le marché. Eh bien, merci Tara. On m'a marqué une petite pause et puis on reviendra avec l'intelligence artificielle. Toujours bien sûr à la une des investissements avec en toile de fond la bataille pour le leadership sur les puces. À tout de suite. L'intelligence artificielle est toujours à la une des investissements avec en toile de fond la bataille pour le leadership sur les puces. On connaît les succès de Nvidia, mais le combat fait rage aussi entre les États-Unis, plus largement la Chine, Taïwan. On va en débattre ce soir avec nos spécialistes de l'IA dans les investissements, bien sûr. Mais tout d'abord, Tara, vous nous dressez un petit peu le cadre et les chiffres aussi. C'est vrai qu'on a vu notamment les résultats d'NVIDIA cette semaine. Oui, entre autres, c'est un des acteurs, mais ce n'est pas l'acteur principal, il y en a plein. Les semi-conducteurs, il faut savoir, c'est les matières premières des puces électroniques, les processeurs, les mémoires qu'on trouve dans nos smartphones, nos ordinateurs, nos voitures électriques, les fours micro-ondes, les consoles de jeux, les serveurs, entre autres, comme chez NVIDIA. Le plus connu, c'est entre autres, c'est le silicium, dans le nom de la Silicon Valley. En résumé, sans semi-conducteurs, on pourrait quasiment pas vivre. C'est le matériau clé de notre monde moderne. Il suffit de regarder, j'ai pris 2 graphiques. Quand on regarde les graphiques, ici, les semi-conducteurs, on voit les entreprises qui sont les plus grosses, en tout cas sur la tech. C'est un secteur assez important. Ce qu'il faut se dire, c'est que parmi tous ces acteurs, il y a vraiment différents métiers. On voit d'un côté ceux qui font le circuit intégré, c'est-à-dire qui font plutôt le modèle intégré, qui font à la fois la conception et la fabrication. Et ça, c'est pour le marché mature, en fait, les puces les moins élaborées, on va dire, pour laquelle même actuellement il y a une pénurie. Et on en parlera tout à l'heure. Et puis, les puces les plus avancées qu'on voit en dessous, là, en fait, on a vraiment une différence entre les concepteurs et les fabricants. Et on voit que dans certains domaines, on voit même qu'il y a certains fabricants qui ont quasiment un monopole comme TSMC. Et d'ailleurs, c'est, entre guillemets, l'entreprise phare. Donc, qui se trouve à Taïwan. Qui se trouve à Taïwan et qui est, entre guillemets, un enjeu géopolitique, puisqu'il y a cette avancée technologique très très importante. Oui, on sent évidemment les envies de la Chine autour de Taïwan. C'est dû à ça notamment, on imagine. Oui. Alors il y a aussi d'autres entreprises, elles ne sont pas prises sur le graphique, on le voit en tout petit, il y avait les drapeaux japonais et européens, parce que par exemple un acteur comme ASML, qui lui permet à ces fabricants de faire ces puces très élaborées avec des machines très 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 pointues. Donc qui est européen, c'est ça ? Qui est européen, qui est néerlandais, qui cote sur la bourse d'Amsterdam, qui est un de nos géants européens de la tech et dont toute l'Europe est fière. Alors ces acteurs, il faut savoir qu'on peut
on peut les retrouver dans un indice très spécifique, un indice qui a été élaboré dans les années 90, le Philadelphia Semiconductor Index, qui est la bourse Philadelphie appartient, est une filiale du Nasdaq, et donc toutes ces entreprises se retrouvent dans cet indice. Vous pouvez toujours avoir un ETF, l'indice, le diminutif c'est le SOX, donc quand on parle du SOX Index, c'est l'indice des semi-conducteurs. Alors, c'est vrai qu'on a vu cette semaine le succès d'NVIDIA, Quentin Pillois, et pourtant, l'action, malgré de très bons résultats, meilleurs que prévu, l'action est quand même en baisse. Comment on l'explique ça, alors qu'il y a un tel engouement pour l'IA ? Alors on l'explique parce que c'est vrai que le marché price la perfection, et même quand on donne la perfection, il y a toujours un petit retour, et c'est vrai quand on regarde les chiffres, 85% de croissance du chiffre d'affaires sur un an, 200%, plus de 200% des revenus, chiffres sont fous quand même, 5 000 milliards de capitalisation. On price la perfection. Et au-delà de ça, au-delà d'NVIDIA, parce qu'en fait NVIDIA cette année, c'est pas si impressionnant que ça quand on regarde le cours de bourse. Ce qu'il faut bien comprendre... Alors, quand même, c'est plus que le PIB de l'Allemagne, que de l'Italie... Oui, mais là, vous parlez de la marque et de la capitalisation boursière en global. Oui, c'est pas nouveau. Bourse, qui est passé les 5 000 milliards. Voilà, c'est pas nouveau. NVIDIA, effectivement, c'est probablement une des actions dont on a pu le plus commenté sur les 5 dernières années. Ce qui est assez impressionnant, c'est surtout de voir au sein d'un indice très très large, prenons le MSCI All Country, ça reprend 2500 valeurs, autant vous dire que c'est un des indices les plus larges qu'on pourra avoir au niveau mondial, et quand on regarde dans le top 15 des valeurs qui ont le plus contribué à la performance, je ne vous parle pas uniquement de la performance, je vous parle de la performance avec le poids. On regarde le top 15, vous enlevez Alphabet, Apple, Amazon et Exxon, vous avez 11 entreprises de semi-conducteurs. 11 dans le top 15. Et donc c'est ça qui est assez impressionnant cette année, c'est cette concentration des flux, tous vers des semi-conducteurs. Après, on pourra débattre si Cisco fait des semi-conducteurs, mais c'est quand même dedans. Et là, vous avez ça reflète évidemment un peu notre mode de vie. Oui, mais quand même, de là à dire que... C'est surtout notre futur mode de vie. Non, mais de là à dire que 11 des 15 sociétés qui ont le plus contribué à la performance de l'indice mondial doivent être dans les semi-conducteurs, alors qu'on a vu le pétrole qui a explosé cette année, on aurait pu dire plus de sociétés pétrolières. La seule qui est dedans, c'est Exxon. On aurait pu dire d'autres choses. Ça veut dire quoi ? C'est trop, finalement ? Ça veut dire qu'il y a une concentration des flux extrême cette année-ci. Alors évidemment, on a une... Certains fonds commencent à baisser justement leur exposition tech. Oui et non. Honnêtement, oui et non. Quand je vois cette concentration de flux, elle ne fait que s'accélérer. C'est pas que ça ralentit. Donc on y croit de plus en plus. En tout cas, clairement, on voit quand même qu'il y a un engouement énormément. Et puis en fait, surtout, à bien voir en tête, il y avait un engouement l'année passée. Mais toutes ces sociétés ne pesaient rien dans les indices. Je pense à Micron, je pense à Intel, je pense à SKNX, que tout le monde a découvert cette année-ci. Personne ne connaissait cette boîte. Et tout d'un coup, SKNX, c'est le numéro 5, la valeur en numéro 5 la plus contributive en termes de performance cette année-ci. Personne n'avait jamais parlé de cette valeur-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une valeur qui a fait x4, x5 l'année passée. Et donc forcément, son poids a été multiplié par 5, a commencé avec un poids beaucoup plus haut et qui a été multiplié par 3 cette année-ci. Donc c'est la cumulation de plusieurs mois de très bonnes performances. En fait, c'est un an et demi d'excellentes performances. Et on regarde toutes ces valeurs sur 1 an et demi ou sur 5 ans, la perf est la même. Ça veut dire qu'en fait, pendant 3 ans et demi, elles n'ont rien fait. Et on a 1 an et demi de surperformance, et en particulier sur les semi-conducteurs et les chips qui sont liés à la mémoire. Parce qu'il y a un vrai problème de production, de capacité de production sur les chips liés à la mémoire. C'est pas Nvidia qui fait la perf cette année-ci, c'est toutes ces autres boîtes, et c'est là où on a une explosion. On parle à Samsung, on parle de... Mondrenalter, c'est vrai, finalement, Quentin le souligne, on parle tout le temps d'Nvidia, mais il y a plein d'autres sociétés. Oui, en effet. Moi, je n'ai pas tout à fait la même vue que Quentin là-dessus. Sur l'indice semi-conducteur, vous avez amené un graphique, on voit le fameux indice SOX qui est au-dessus de sa moyenne mobile maintenant, qui est bien élevé. Qui a très très bien performé. Ceci dit, Tara, vous l'avez montré aussi, dans le métier des semi-conducteurs, il y a de tout. Il y a des semi-conducteurs qui sont liés à l'IA, tu l'as dit Quentin, mais il y a aussi des semi-conducteurs qui sont liés à votre voiture, à votre GSM. Alors il y a des entre 500 et 1000 puces dans un véhicule aujourd'hui. Exactement. Et même pour des fonctions de base comme les phares ou autres, on est obligé d'avoir ça. Et moi j'ai vu des chiffres qui dataient de 2022. Je me suis dit je ne vais pas les prendre en plateau parce que si ça se trouve 4 ans plus tard c'est le double ou le triple. Les véhicules les plus avancés c'est 2000 puces. Voilà. Donc il y a dans les puces il y a une partie qui est cyclique
et il y a une partie où il y a une lame de fond qui est l'IA, qui est moins cyclique. Donc même dans ces puces, quand on dit on est overweight semi-conducteur, on a 10 000 métiers dans les semi-conducteurs. On a le design du semi-conducteur, on a l'impression du semi-conducteur, on a l'emballage du semi-conducteur, etc. On a la glu, on a, etc. Donc pour moi, il faut bien regarder le métier de la société qu'on achète. Ça fait partie de l'enveloppe semi. Elles ne font pas toutes la même chose et pas toutes dans les mêmes activités. Il y en a qui sont plus cycliques, vous achetez des voitures ou pas. D'ailleurs, si vous regardez la consommation aux États-Unis, si vous regardez aujourd'hui le GDP aux États-Unis, c'est essentiellement de l'investissement dans les AI. C'est moins de consommation qu'avant. Donc c'est ça qui est important. Donc là, on mise plus sur l'avenir que la voilà, il y a une lame de fond sur les AI, sur ce qu'on appelle les GPU, qui sont les nouvelles puces qui sont bien plus développées. Quentin l'a dit, il y a aussi un rebond des semi-conducteurs qui sont plus cycliques. On voit les ST Microelectronics, les Infineon, qui sont plus liés aux voitures parce qu'il y a aussi une pénurie. Et d'où vient cette pénurie? Alors on parle tout le temps de la pénurie. Comment ça se fait qu'il y a de la pénurie Alors il y a eu déjà le Covid, on a eu peur de plus se retrouver sans rien, donc on a stocké, il y a eu les tarifs douaniers, on a stocké avant que les tarifs arrivent, et maintenant il y a beaucoup de demandes. Il y a aussi des entreprises qui n'ont pas les bonnes puces qu'il faudrait, comme je pense qu'à certaines entreprises chinoises qui rajoutent plus de puces plutôt que d'avoir la plus performante. Donc elles passent à côté, elles achètent des puces moins performantes ou plus grosses. Donc voilà, il y a tout ça qui entre en jeu aujourd'hui. Et il y a aussi plus de demandes. Vous le notiez, aujourd'hui une voiture, c'est plus de puces qu'avant, une voiture électrique. Quand on parle d'avancée, on parlait de TSMC, par exemple, qui a une vraie avance et un vrai monopole sur le marché. C'est un vrai monopole sur le marché. TSMC, déjà, il produit des puces de nouvelles catégories, des puces qui sont plutôt liées à l'AI. Nvidia, le CEO dit toujours, il n'y a pas de Nvidia sans TSMC, il n'y a pas de TSMC sans Nvidia. Et puis, l'avantage aussi, c'est que c'est dans une partie du monde où il y a tout ce qu'on appelle le back-end autour des semi-conducteurs qui est fait en Asie, qui n'est pas très cher, c'est-à-dire l'emballage, le découpage. Et si vous créez ces chips, ces semi-conducteurs aux États-Unis, elles repartent en Asie pour se faire découper, emballer, etc. à moindre coût. Un petit peu comme notre poisson ou notre viande. Voilà. Et donc TSMC, il a l'avantage d'avoir les commandes de Nvidia, d'avoir un savoir-faire de faire ces semi-conducteurs de haute technologie. Et en plus, autour de lui, il a des pays à faible main-d'œuvre, à faible coût de main-d'œuvre pour faire tout ce qui reste à faire sur le semi-conducteur. C'est une question vraiment de coût, mais il y a vraiment un savoir-faire. Et quel serait l'impact d'une crise autour de Taïwan Très importante. Très importante, que ce soit un problème géopolitique, un problème sismique, parce que c'est quand même un endroit du monde qui est ou alors même un problème d'eau. On a vu qu'il y avait une sécheresse à Taïwan pendant un temps, et ça c'est un problème parce que pour refroidir toute cette industrie, il faut beaucoup d'eau. Et alors, on parle justement toujours de la technologie, la taille des puces est très importante. TSMC a une avance. On parle de 3 générations d'avance sur la Chine. Exactement, je crois amener un graphique. Le 4e graphique, justement, ici. Parce que ça, c'est véritablement l'enjeu aujourd'hui dans les puces. C'est de plus en plus petit, c'est ça l'enjeu. C'est de plus en plus petit, et de plus en plus petit, ça veut dire de plus en plus efficace. 2 à 3 nanomètres. Voilà, 2 à 3 nanomètres. Et aujourd'hui, on a tous les designers de ces puces qui sont aux États-Unis, qui ont la connaissance. Et puis, on a à Taïwan TSMC qui sait les faire. Il y a des bannes d'exportation, que ce soit du savoir-faire envers la Chine. Donc la Chine, elle essaye de rattraper elle-même, mais elle n'en est aux alentours de 7, je crois, 7 nanomètres. Donc elle n'est pas encore à ces nouvelles puces de 3 à 5. Et ça, aujourd'hui, c'est un des avantages de la Chine. Mais il faut savoir que dans tous les drones, dans tous les appareils de défense, aujourd'hui, les petits chips sont importants aussi. Et les restrictions américaines peuvent freiner encore le développement de la Chine encore longtemps, vous pensez? Je pense que ça prendra encore une dizaine d'années avant que la Chine rattrape, oui. Est-ce que le dernier voyage de Donald Trump, quand on l'a vu monter dans l'avion et que j'ai vu derrière lui, il y avait Elon Musk, Tim Cook, Apple, et puis M. Yang de Nvidia, justement, parce que pour donner cette technologie, on a l'impression qu'il y a du marchandage sur les matériaux critiques
pour justement continuer à avoir cette avancée technologique, et on voulait faire un peu un marchandage. C'est pour ça qu'ils étaient ensemble et qu'on voit sur le graphique où la Chine domine le processus de raffinage. Oui, alors là c'est un vrai paradoxe parce que au final la Chine elle a tout ce qu'il faut, tous les minerais qu'il faut pour faire ses semi-conducteurs, mais elle n'a pas obligatoirement le design, la force de design, la force de construire les semi-conducteurs. Donc chacun a un avantage. Et d'ailleurs, en Europe, on a ASML, une des seules machines de lithographie. Et donc, tout le monde se tient quelque part. C'est ceux qui permettent de faire ces mini-puces. Voilà, d'imprimer quelque part ces mini-puces. Et c'est la principale force de l'Europe dans le domaine, finalement, voilà. C'est de fabriquer ces machines. Exactement, ouais. Mais c'est un fleuron ASML. ASML est au top en fait, tout en amont de la chaîne de construction de ces puces. Donc oui, en fait oui. Et donc vous vous rendez compte que les USA ont le design, Taïwan qui est un peu entre tout le monde a la fabrication, l'Europe a la machine et la Chine elle a la main-d'œuvre à bas prix, mais surtout les métaux critiques. Alors, ça paraît être quand même un écosystème assez fragile. Il ne faut pas un grain de sable, évidemment, dans les rouages, quoi. Eh bien, je pense que là-dessus, je rejoins Quentin. Les valorisations sont quand même un peu tendues. Là, je rejoins Quentin parce que tout ça, aujourd'hui, on se trouve un peu à un corner. Nvidia a commandé déjà toutes ses puces chez TSMC. Le carnet de commandes est plein. Il ne faudrait pas qu'il y ait un petit grain de sable dans la machine parce que les valos sont quand même un petit peu montés, oui. Ouais, Quentin Pillois, peut-être un petit mot sur Broadcom aussi, qui est une des grosses entreprises. On parle beaucoup de Nvidia, mais il y a Broadcom aussi. Il y a Broadcom, il y a toutes les autres. Alors, je pense qu'il y a vraiment deux grands sujets. C'est effectivement, on en a parlé, c'est tous les GPU, Nvidia, AMD, production TSMC. C'est des choses qu'on parle. Et alors, on a commencé à en parler avec le Bitcoin. Parce que ça a commencé des puces qui étaient intéressantes pour miner le Bitcoin, et après il y a eu l'IA. Et puis en fait aujourd'hui l'enjeu de l'IA, il y a évidemment la puissance de calcul, ça c'est les GPU, mais il y a aussi l'enjeu data. Data dit mémoire. Et c'est en fait c'est ça cette année qu'on voit. C'est toutes ces sociétés. Et là, on n'est même pas obligé d'avoir des sociétés qui soient très avancées. Hein. Prenons le leader. Qu'on n'avait pas un peu oublié. Qu'on avait complètement oublié. Prenons le leader des disques durs classiques HDD, donc même pas Flash ou etc. Seagate, c'est une boîte qui fait 600% en un an. Donc effectivement, il y a toute l'industrie qui a été emmenée et des sociétés qui étaient un petit peu oubliées ont complètement boomé. Et là, effectivement, c'est pas tellement la technologie, c'est le fait de pouvoir produire très rapidement de la mémoire, parce qu'il y a une demande qui a... Pour des choses basiques, en fait. Pour des choses basiques qui a explosé. Quand on dit explosé, on parle de x4, x5, x6, et il n'y a juste pas la capacité de production. Et on s'attend à ce que ce soit encore le cas pendant 12 à 24 mois. Donc, quand ça va se résorber, probablement qu'il y aura des valorisations qui vont baisser, mais globalement, on voit que les chiffres d'affaires de toutes ces sociétés explosent complètement. Évidemment, Nvidia, on le voit bien, 85% de croissance, mais c'était attendu, et on voit bien le prix de bourse ne bouge pas. Sur les autres sociétés, c'était plutôt une surprise. Et donc c'est là où effectivement cette concentration de flux, ces surprises, ce nombre d'acteurs qui grossit dans cet écosystème qui, comme on vient de l'expliquer, est très interconnecté, fait que il y a cette contribution aujourd'hui des semi-conducteurs aux performances des marchés boursiers, et probablement que ça peut encore continuer même si les valorisations sont riches, parce que il n'y a pas vraiment d'alternative aujourd'hui à cette demande. Donc, oui. Pour conclure, peut-être, Maud, voilà, pour l'investisseur qui se dit, j'aurais peut-être dû acheter du Nvidia il y a quelques années. Est-ce qu'on peut encore prendre le train en marche finalement ? Oui, je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup de dépenses qui devront être faites. Hein. On parle aussi tout des centres de données. Ouais. On le voit, hein, ils se développent en Europe. Là aussi, il faut des semi-conducteurs. Donc je pense que oui. Après, Tara l'a bien montré, il y a plein de métiers. Donc moi, j'achèterais ou j'investirais pour un particulier plutôt dans un indice diversifié sur la thématique plutôt que de prendre l'un ou l'autre. On est souvent à des valorisations, le rapport court-bénéfice, PE, qui est au-dessus de 45, 50, voire même 60. Ça dépend vraiment de l'activité de l'entreprise. Et on oublie souvent, mais sur Bruxelles, on a aussi deux acteurs, Melexis et XFAB. L'une à Tessenderlo, l'autre à Ypres, qui sont dans des domaines classiques de semi-conducteurs, par exemple dans l'automobile ou la santé. Oui, non, mais il y a toujours
Je pense qu'il y a toujours des opportunités. Je vais vous donner juste un dernier nom avant de conclure. Kioxia. Je pense que pas beaucoup de gens ont entendu parler de cette boîte aujourd'hui. C'est le numéro 1 des meilleures performances, des meilleurs performeurs des semi-conducteurs inclus dans le MSCI World All Country, plus de 400% depuis le début de l'année. Et donc, voilà, je veux dire, si on l'avait trouvé, alors on peut toujours refaire le monde avec les si, mais n'empêche que même des plus petites valeurs ou des valeurs qu'on connaît beaucoup moins peuvent encore receler de la performance et avoir des opportunités pour les investisseurs. Eh bien, merci à tous pour cette analyse. Un autre secteur qui a besoin, lui aussi, beaucoup de l'électronique, des semi-conducteurs, c'est celui des cryptos. On va faire le point tout de suite. Et analyse sur toute l'actualité de la semaine dans le domaine des cryptos. Première nouvelle, l'Europe freine des 4 fers. Le règlement MiCA, à peine lancé fin 2024, est déjà en révision. La Commission européenne a lancé une grande consultation publique jusqu'au 31 août. Le gros sujet, eh bien, les stablecoins. Pour rappel, contrairement à une crypto normale qui peut varier de 10 à 20%, parfois en une journée, un stablecoin est conçu pour garder une valeur quasi fixe. La plupart sont indexés sur le dollar. Les plus connus comme Tether, USDC, USDT, Circle et bientôt potentiellement des stablecoins en euros utiles pour transférer de l'argent rapidement et pas cher à travers le monde ou garder tout simplement son argent en crypto sans subir la volatilité. C'est un peu l'équivalent crypto du compte en banque en dollars, mais sur blockchain. Aux États-Unis, le projet Clarity Act va les booster. Les émetteurs pourront placer leurs réserves en bons du Trésor américain et générer du rendement. En Europe, c'est beaucoup plus strict, jusqu'à 60% en dépôt bancaire. Et les stablecoins en euros ne représentent même pas 1% du marché. Résultat, eh bien, l'Europe risque encore de se faire distancer. Deuxième actu, Harvard dit au revoir à une partie des cryptos. Et oui, l'université la plus riche des États-Unis a complètement vendu ses positions Ethereum et réduit fortement son Bitcoin, moins 43% sur l'ETF BlackRock. Le Bitcoin est désormais seulement 10e dans leur portefeuille derrière Microsoft, Nvidia, Alphabet et même l'or physique. Harvard préfère clairement miser sur l'IA et la tech. En face, les fonds d'Abu Dhabi continuent d'empiler du Bitcoin. Troisième info, plus sombre, le Trésor américain a sanctionné des membres du cartel de Sinola qui utilisaient Ethereum et des stablecoins, surtout USDT et USDC, pour blanchir l'argent du fentanyl et de la drogue. Les autorités rappellent que la crypto est traçable, ce qui permet de geler des fonds, contrairement aux billets, même si la plus grosse partie du blanchiment passe encore par des banques traditionnelles. En résumé, une régulation qui s'adapte très vite, une institution universitaire qui arbitre ses actifs vers l'IA et la crypto qui reste un outil de transaction financière, mais de plus en plus surveillé. Voilà pour l'actu et du prix des cours. Le Bitcoin est un peu en dessous des 80 000 $. Enfin, Tara, vous vouliez nous parler d'une des sociétés privées qui dispose de plus, parmi le plus important de Bitcoin, c'est SpaceX qui va bientôt faire son entrée en bourse. Oui, alors on l'a appris cette semaine, le 12 juin, SpaceX sera introduit en bourse, entre autres par Goldman Sachs. Évidemment, ça fait l'affaire de Elon Musk, qui en contrôle, en tout cas au niveau des droits de vote, 80%. Et SpaceX détient en effet 18 712 Bitcoins, c'était recensé au 31 mars, on l'a vu dans les documents. Prix d'achat moyen pour SpaceX de ces Bitcoins, 35 300 $. On est, avant ce week-end, en dessous des 78 000 $. Donc, ils ont toujours gardé cette position-là de 1,4 milliard. Il faut rappeler que SpaceX, maintenant, vise un marché de l'espace estimé à 28 500 milliards $. Il parle évidemment d'intelligence artificielle, de Starlink, entre autres, qui est déjà présent dans 160 pays, qui permet d'avoir l'Internet via l'espace. Alors, il faut savoir aussi que dorénavant, SpaceX a bien communiqué là-dessus, ne compte pas vendre sa position en Bitcoin, ce qui rassure les gens qui ont des cryptos, même si techniquement ici on voit qu'il y a un support technique à 73 000 $. Je ne suis pas un expert. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que si cette zone de support est très forte, c'est qu'en fait c'est le coût moyen de production actuellement du Bitcoin. Un petit mot, une petite réaction peut-être sur l'entrée en bourse de SpaceX, Quentin Pillois ?
Qu'est-ce que ça représente quand même voilà, une société gigantesque. Gigantesque, voilà, avec des valorisations riches, comme disent les Américains. Ouais. Donc c'est quand même très créatif, effectivement. 2 trilliards de dollars pour une société qui ne fait pas de bénéfices. Alors bon, c'est pas la première qui ne fait pas de bénéfices et qui arrive en bourse. On en a vu d'autres évidemment avant et qui ont très très bien fonctionné. On pense à Facebook, on pense à Uber, on pense à Google, on pense à Amazon, etc. Qui sont aujourd'hui parmi les plus grandes sociétés boursières. Même Tesla au début. Et évidemment Tesla. Donc voilà, ce ne serait pas une première, mais n'empêche qu'effectivement, lorsqu'on voit 2 trilliards, 2000 milliards de valorisation, ça paraît quand même assez extrême. Bon, voilà, que dire, on verra bien. On verra bien ceux qui ont le courage d'investir. André Alter, ça va surtout changer beaucoup les poids dans les indices, puisque effectivement, on parle toujours des 7 grandes entreprises, en voilà une 8e. Donc il va y avoir plein de réallocations dans les indices. C'est plus les 7 magnifiques, c'est bientôt les 8 magnifiques. Oui, voilà, les 7 plus 1, je ne sais pas comment on va les appeler, mais oui, ça va beaucoup remuer la composition des indices. Donc ça va être des opportunités sur les marchés. On aime bien ça, en règle générale, en gestion. Eh bien, les gens aussi oublient souvent pensent que SpaceX est le seul acteur. Attention, Amazon est derrière avec Blue Origin et Leo. Et entre autres, puis a décroché le contrat avec Apple pour faire tout ce qui était Internet spatial. Eh bien, on va marquer une petite pause et puis on revient avec vos questions à nos experts en plateau. À tout de suite pour la suite de Parlons Cash. Nous sommes de retour dans Parlons Cash avec vos questions à nos experts en plateau que vous pouvez envoyer à parlonscash@email.com chaque semaine. Et tout d'abord une question de Henriette de Mésancy pour vous, Maude. Le secteur pharmaceutique a fort déçu, nous dit-elle, on a parlé un peu en début d'émission, ces derniers mois. Pourquoi, alors que le vieillissement de la population, le contexte géopolitique devrait plutôt être favorable à ces valeurs défensives? Eh bien, oui, en effet, Henriette. La performance du marché healthcare en règle générale de la pharma n'a pas été très bon, on l'a dit tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est qu'en l'année dernière, la pharma avait plutôt bien fait. Donc ça, les investisseurs ont pris quelques profits. La deuxième raison, c'est qu'il y a eu pas mal de discussions autour des tarifs douaniers américains sur les sociétés pharmaceutiques. Donc là, c'est venu grever un petit peu les marges, puisque comme vous le savez, la volonté du gouvernement Trump, c'est d'aligner le prix des médicaments aux États-Unis par rapport aux autres nations. Donc ça, quand les médicaments étaient vendus plus cher aux États-Unis, il a souhaité voir les prix baisser. Donc ça fait baisser les marges des entreprises. Ensuite, il leur a demandé également, pour baisser les tarifs, de venir se relocaliser pour certaines aux États-Unis. Donc ça fait des dépenses d'investissement. Il y en a évidemment beaucoup qui sont implantés en Europe et en Belgique. Ouais. Et donc ça fait baisser aussi donc les marges, fait augmenter les investissements. Et puis après, il y a eu quand même pas mal de discussions et de nouveautés autour des médicaments contre l'obésité. On a des gros poids en Europe qui ont déçu. Les Américains ont plutôt, été du bon côté. Mais il y a des nouveaux médicaments anti-obésité qui se sont mis sur le marché, qui deviennent des concurrents. Donc là aussi, les investisseurs se questionnent sur la valorisation des sociétés pharmaceutiques américaines. Donc tout ça fait, avec la montée des taux, qui est généralement négatif pour le secteur, ce qui fait que le secteur a baissé, a relativement moins monté que le marché, aux alentours de 5% de différence entre le marché global et le marché de la pharmacie. Les valorisations ont baissé un peu. Et puis donc, du coup, les croissances attendues des bénéfices, elles, ont baissé. On est aux alentours de 3%, je crois, cette année sur la zone euro et aux États-Unis, et aux alentours de 13 à 15% sur l'année prochaine. Donc on est dans les alentours de 10% sur un an. Donc c'est pas non plus énorme. Eh bien, merci Maude. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions à parlonscash@email.com. Tout de suite, le chiffre du jour.
Et ce chiffre, c'est pour vous, Quentin, c'est vous qui allez l'expliquer. C'est 41,35, ça correspond à quoi? Expliquez-nous. Eh bien, vous savez quoi, en préparant l'émission, en parlant de SpaceX, en parlant des semi-conducteurs, ça m'a fait penser à un bouquin que j'ai lu il y a quelques années et que j'ai relu, enfin que je me suis remis à lire il y a quelques semaines, qui s'appelle Irrational Exuberance. C'est un bouquin de Robert Shiller. Et Robert Shiller, il est bien évidemment connu parce que c'est un auteur de nombreux bouquins et il a gagné le prix Nobel également. Et il a créé un ratio qui s'appelle le ratio de Shiller, ou autrement dit le CAPE, Cyclical Adjusted PE Ratio. Donc le price earnings, on le connaît, c'est le fameux ratio qui prend le prix d'une action et qui le divise par son bénéfice pour en donner une certaine valorisation. Et Shiller en a fait un petit peu différent, qui l'ajuste par rapport au cycle économique. Donc il prend le prix des indices ou des actions, il le divise par la moyenne des bénéfices sur les 10 dernières années, ajustés de l'inflation. Ce qui donne une meilleure mesure de la valorisation des indices. Et aujourd'hui, on est au-dessus de 40. Et donc, au-dessus de 40, il faut voir le graphique que j'ai apporté, c'est historiquement un des niveaux les plus hauts. Ouais. Et le plus haut niveau de l'indice que l'indice a obtenu, c'est bien évidemment en mars 2000, juste avant la crise, la grande crise de la bulle Internet. Et donc c'est vrai que c'est mettre un petit peu... Alors là c'est plutôt inquiétant. Alors là. C'est intéressant de mettre les choses en perspective, parce que c'est vrai qu'il y a eu une accélération des performances, surtout côté IT. Et donc c'est vrai que ce ratio est relativement élevé. Donc voilà, on le voit à l'écran. On était à 40, 44, 45 en 2000. On était à 30, 31, 32 par la crise de 29. Tout à fait. Et donc ça, c'est les deux grands pics. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence à se rapprocher. Alors on voit bien qu'en général, les pics, ça monte, ça monte, ça monte. Et donc probablement qu'on ira encore plus haut qu'en 2000. Mais voilà, c'est vrai que ça commence à être intéressant. Les gens commencent à faire beaucoup de parallèles. Il y a beaucoup d'analystes qui se disent, est-ce qu'on n'est pas de nouveau dans une crise comme l'an 2000 ? Il faut savoir aussi que ce terme Irrational Exuberance a été cité la première fois par Alan Greenspan lors d'un dîner en décembre 1995. Et entre décembre 1995, j'ai fait le calcul, et mars 2000, le S&P a encore gagné 240%. Donc c'est pas parce qu'on en parle que les 5 prochaines années seront mauvaises. Voilà qui termine cette émission. Ce sera la conclusion. Merci à tous d'y avoir participé. Merci Tara. Vous pouvez bien sûr la revoir tout au long du week-end, mais aussi sur YouTube. Excellente soirée. Tout de suite, parole d'expert avec Waterloo Asset Management. Bonsoir à tous. Gestion benchmarkée ou gestion de conviction, comment choisir? Ce soir, je reçois Frédéric Steinkuhler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Head of Investment chez Waterloo Asset Management. Alors, vous avez récemment remporté le prix de l'Eco et du Tate sur la meilleure gestion flexible. Qu'est-ce que ça a changé pour votre maison? Alors d'abord, en termes de notoriété, évidemment, ça a permis de développer la reconnaissance qu'on a vis-à-vis des investisseurs qui sont institutionnels ou particuliers, d'accord. D'ailleurs, par contre, en termes de philosophie de gestion, ça n'a absolument rien changé. À l'inverse même, ça a plutôt conforté notre position, qui est de dire la gestion de conviction, telle que l'est justement notre gestion flexible, elle a sa place dans le portefeuille d'un client privé. Et ça nous a même donné l'envie, du coup, de développer une autre solution de gestion de conviction. Alors, on parle souvent de gestion benchmarkée et gestion de conviction. Quelle est la différence fondamentale entre les deux? Alors, la différence fondamentale, je pense que c'est la liberté ou le degré de liberté qui est laissé aux gestionnaires. Dans une gestion benchmarkée, ce qui est principalement aujourd'hui utilisé dans les sociétés financières de private banking, eh bien, le gestionnaire, il est tenu d'être proche de son indice, que ce soit en matière de pondération sectorielle. Il suit un benchmark, oui. Et alors il surpondère ou surpondère un petit peu. Un petit peu, voilà. Son objectif, c'est d'accompagner le marché. Donc de battre cet indice, en fait. Pas nécessairement de le battre, réellement de l'accompagner et d'avoir une structure, qu'elle soit géographique ou sectorielle, qui est assez proche de celle de son indice. C'est ça grâce aux ETF, sous que ça a bien marché, ces fameux trackers? Ça peut se faire au travers d'ETF, c'est ça probablement qu'il a poussé en avant, effectivement. Maintenant, évidemment, c'est un principe qui a ses limites, parce qu'il n'y a pas d'analyse fondamentale qui est là derrière, ce qui veut dire qu'on va finir par investir dans les sociétés qui sont les plus lourdement pondérées dans les indices, et donc des sociétés qui se sont déjà fortement développées. Ouais. Et la conviction? La conviction, c'est l'inverse. C'est justement d'avoir une équipe de recherche fondamentale qui va pouvoir se faire de réelles convictions et d'investir dans des sociétés où l'on détecte un certain potentiel de croissance à long terme. On va donc généralement avoir un portefeuille plus convictionnel, un portefeuille plus sélectif, mais certainement aussi plus différenciant par rapport aux indices. Et pourquoi ça peut amener justement plus de valeur sur un portefeuille qu'en gestion de conviction?
Parce que justement, cette recherche qu'on va faire fondamentale va permettre de détecter normalement le potentiel qui a une valeur. On ne va pas s'arrêter simplement à une valeur parce qu'elle est lourde dans l'indice. On va regarder les critères qui sont les nôtres, où sont les avantages concurrentiels, quels sont les degrés de sur- ou de sous-évaluation, quelle est la croissance potentielle qu'on pourrait avoir, et donc potentiellement le rendement supérieur également. Et vous trouvez comme ça des écarts de qualité dans le marché ou bien des aberrations de marché, des valeurs sous-cotées qui sont oubliées dans les indices? Alors justement, ça va nous permettre parfois de détecter des valeurs avant qu'elles soient arrivées à leur stade de maturité et donc avant qu'elles n'aient pris beaucoup de place dans les indices. Et dans l'autre sens, ça va nous permettre de bénéficier d'inefficiences de marché qui sont justement créées par ces valeurs benchmarkées. Imaginez qu'on investisse tous de façon benchmarkée demain et qu'une société comme Nvidia annonce de mauvais résultats, eh bien les sociétés qui investissent de façon benchmarkée vont continuer à surpondérer une valeur qui pourtant est peut-être trop chère. Eh bien nous allons pouvoir en profiter pour aller chercher soit d'autres titres, soit en tout cas des titres moins connus. Et comment ça fonctionne chez vous, la gestion de conviction? Est-ce que vous avez un exemple particulier? La gestion de conviction, elle est basée sur le même modèle que nous avons en général. Vous savez, nous aimons bien mêler le monde académique avec les hommes de terrain. Et donc, on utilise toujours... Michael Petitjean. Voilà, on utilise toujours les compétences de Michael Petitjean, qui est professeur à l'UCL et qui nous apporte un grand input en termes macroéconomiques. On utilise aussi pour la sélection quantitative d'entreprises, donc tout ce qui est microéconomique, les connaissances de Christophe Dezacre, qui est prof à l'ICHEC. Ouais. Et avec toutes ces informations, eh bien, nous allons pouvoir réaliser une sélection sectorielle. En fusionnant la théorie et la pratique, en fait. En fusionnant, voilà, Jérémy Pullings et moi qui sommes plus sur le terrain depuis 25 ans, comme hommes de marché, on va pouvoir faire une sélection, justement, d'abord sectorielle. On sait, nous aimons bien être présents dans tous les secteurs de l'économie, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut être neutre sectoriellement. Donc on va utiliser leurs informations pour sur- ou sous-pondérer les secteurs qui nous semblent bon marché ou chers. Et après ça, évidemment, utiliser toute la sélection microéconomique pour faire un véritable choix de valeur qui va être fait sur base de critères fondamentaux de valorisation et aussi de momentum. Toujours le même objectif, avoir un portefeuille concentré, un portefeuille de conviction, ça va être une 50aine de valeurs chez Waterloo Asset Management. Comment est-ce que vous articulez les différentes approches de gestion, alors justement dans le portefeuille? Je pense que l'essentiel, c'est de se dire qu'il ne faut pas les opposer, ces deux types de gestion. Ouais. Elles sont assez complémentaires. Et donc, le principe, ce n'est pas de dire l'une est bonne et l'autre est mauvaise. C'est plutôt de dire, de trouver le bon équilibre qu'il va falloir avoir dans un portefeuille pour que l'on respecte, la cohérence du client par rapport à ses objectifs, mais aussi par rapport à sa sensibilité au dynamisme d'un portefeuille et aussi par rapport à son horizon de temps, évidemment. C'est ça que, au-delà de Taille de l'écho, Morningstar a quand même mis 5 étoiles à votre gestion flexible? Oui, effectivement, c'est parce que la gestion flexible, qui elle est basée pas sur un principe pure action, mais sur une allocation d'actifs dynamiques, et qui gère donc un peu plus la volatilité, a pu démontrer que cette philosophie, qui est répercutée dans le fonds de conviction, est efficace. Et donc on s'est dit, tiens, pour certains clients, pour certains types d'investisseurs qui cherchent quelque chose de plus dynamique, qui ne cherchent pas nécessairement la gestion en fonds de portefeuille, mais qui cherchent à aller chercher de la performance, de l'alpha, comme on dit, eh bien, développons une version qui est 100% action. Merci à vous, Frédéric Steinkeller, pour toutes ces explications. On se retrouve la semaine prochaine dans Parlons Cash.